Bien. Bonjour, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Monsieur le président de la Commission des lois, Monsieur le vice-président de la Cour de justice de l'Union européenne, Monsieur le président de la CNDA, Monsieur le représentant du HCR, Monsieur le président du Conseil national des barreaux, Messieurs et Madame les avocats, chers collègues, Messieurs, Mesdames, nous allons pouvoir commencer notre première table ronde consacrée à la protection en temps de paix, protection en temps de conflit. Alors la guerre et la paix sous-tendent dès l'origine le droit à protection. L'article 1er A2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 stipulait que le terme réfugié s'appliquera à toute personne qui, par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Le B du même article précisait que les mots « événements survenus avant le 1er janvier 1951 » pouvaient être compris dans le sens d'événements survenus en Europe ou d'événements survenus en Europe ou ailleurs, chaque État membre devant préciser son choix. S'agissant du champ européen, les événements survenus avant le 1er janvier 1951 renvoyaient pour l'essentiel aux conséquences de deux conflits armés. La Seconde Guerre mondiale et ses suites en Europe centrale et orientale, et un conflit armé interne, la guerre civile espagnole. L'article 1er F prévoyait d'ailleurs d'exclure du bénéfice de la Convention les personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes. Avec la suppression par l'article 1er du protocole de New York du 31 janvier 1967 de ce double verrou dans le temps, celui de l'antériorité des événements au 1er janvier 1951, et dans l'espace, celui du champ européen, le juge de l'asile a été saisi de questions nouvelles. Certaines étrangères à un conflit armé. On pense au développement de la dissidence dans les régimes communistes d'Europe de l'Est, aux coups d'État politico-militaires survenus hors conflit armé en Amérique latine, au Chili en 1973, en Argentine en 1976, au retrait, à raison de la démocratisation de l'Espagne, des protections accordées à des opposants au régime franquiste, y compris à des militants de l'ETA qui continuaient alors à commettre des attentats. Enfin, au développement de la notion de groupe social en matière d'excision et d'orientation sexuelle notamment. D'autres questions résultaient quant à elles de l'apparition de nouveaux conflits armés. Le Liban dès 1975 et la Somalie en 1991, la Commission des recours des réfugiés développant alors une jurisprudence considérant que les situations de guerre civile ne relevaient pas de l'un des motifs de persécution visés à l'article 1er A2 de la Convention de Genève, identifiant alors, dans le cas somalien, et à l'époque, donc, un conflit non politique opposant des clans et sous-clans d'une même ethnie partageant la même religion. L'instauration de la protection subsidiaire a radicalement changé la donne en cas, je cite, de menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle ou en cas de conflit armé interne ou international, selon l'article 15C de la directive 2004/83 CE du 29 avril 2004. Et s'agissant, je cite, de toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir, s'agissant d'un civil, d'une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne, en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international, selon le troisièmement de l'article L512-1 du CESEDA. Dans le même temps, le deuxièmement du même article L512-1 et l'article 15B de la même directive 2004/83 CE, ouvrant droit à la protection subsidiaire aux personnes exposées à un risque réel de subir la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ont permis de prendre en compte des situations sécuritaires très dégradées, mais hors conflit armé, comme en Afghanistan après la victoire militaire des talibans le 15 août 2021, mais aussi bon nombre de conflits d'ordre privé, des conflits fonciers ou des cas de violence intrafamiliale.
Reste enfin le conflit en Ukraine qui a donné lieu à la mise en œuvre pour la première fois du dispositif européen de protection temporaire prévu par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001. Alors après cette brève rétrospective, M. Bellarsen, vice-président de la Cour de justice de l'Union européenne, va nous parler de la protection internationale en temps de conflit dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union. Monsieur le vice-président. Merci beaucoup. Ça fait en réalité plus de 13 ans que la Cour a rendu son premier arrêt dans cet coin, l'arrêt El Gafati. Et ça, c'est un arrêt qui porte sur le thème ou un des thèmes qui nous intéresse, je crois, aujourd'hui. Mais en réalité, ce n'est pas le début d'une très longue et dense série des arrêts, parce que dans le domaine entier de l'immigration, de l'asile, on a rendu 130 degrés, mais 130 arrêts, mais c'est très peu parmi eux qui sont vraiment dans ce domaine spécifique de la guerre. C'est peut-être moins de 10 au moins. Pourquoi c'est comme ça? Je note en premier lieu que, de façon plus générale, c'est très souvent des questions procéduraux qui arrivent à notre cours plutôt que la question de savoir si on a atteint le seuil de persécution nécessaire pour mériter une protection ou pas. Je crois que là, peut-être, en tout état de cause, ce n'est pas pour nous, normalement, d'appliquer cette seuil, mais de donner des éléments pour faire une correcte interprétation du droit de l'Union. Mais je crois que les juges nationaux sont très bien placés pour savoir exactement où ça se trouve dans un cas concret. Au moins, ce n'est pas ce type de questions qui domine les demandes préjudicielles dans cette partie du droit de l'Union. Mais je veux essayer de donner un petit panorama de ces arrêts qu'on a eus qui touchent sur les conflits armés. Je commence dans un premier temps avec les arrêts relatifs à des mécanismes généraux de la directive qualification liés au conflit armé. Et dans un second temps, les arrêts se rapportent à des conflits identifiés. Si on regarde les mécanismes généraux de la directive qualification qui sont liés au conflit armé, ça tombe en réalité dans deux coins tout à fait séparés. À l'un côté, il y a des éléments qui sont liés à la protection éventuelle des combattants potentiels. Et il y a évidemment aussi ce qui est lié à des victimes du conflit. Alors, je commence avec la protection de combattants potentiels. Là, on est face à un article, l'article 9, paragraphe 2 sous E de la directive qualification. Cette disposition prévoit que les actes de persécution au sein de la dite directive peuvent notamment prendre la forme de poursuites ou de sanctions pour refus d'effectuer le service militaire en cas de conflit, lorsque ce service supposerait de commettre des crimes ou des actes contraires à la Charte des Nations Unies. Il importe de souligner qu'une telle règle ne figure pas directement dans la Convention de Genève et qu'elle constitue donc une originalité du droit européen de l'asile.
On a interprété cette disposition, l'article 9, paragraphe 2 sous E, à 2 reprises, dans les arrêts Shepard ainsi que dans l'arrêt Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, service militaire et asile. À cette occasion, elle a précisé, la Cour, de nombreux aspects du régime des combattants potentiels. Dans la mesure où ces 2 arrêts se complètent l'un à l'autre, je veux faire état de leur information, renseignement, sans les distinguer vraiment, aussi pour sauver un peu de temps. En premier lieu, la Cour a estimé que l'ensemble du personnel militaire pouvait, en principe, bénéficier d'une telle protection de l'article 9, paragraphe 2 sous E. Il n'est donc pas nécessaire à cette fin d'occuper un rang spécifique ou un rang spécifiquement bas ou supérieur dans la hiérarchie militaire ou d'avoir été recruté d'une manière particulière. De même, il n'est pas exigé que le demandeur soit potentiellement affecté à une unité combattante. En deuxième lieu, cette protection suppose l'existence d'un conflit déterminé. Le déroulement de ce conflit doit, en outre, rendre plausible le fait que le demandeur puisse être conduit à participer de manière suffisamment directe à des crimes. La Cour a souligné à cet égard la pertinence du fait que le conflit en cause ait été engagé sur la base d'un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies ou sur la base d'un consensus de la communauté internationale. Les initiatives prises par les pays tiers concernés pour réprimer les crimes commis par ces troupes doivent aussi être prises en compte. En troisième lieu, le droit à une protection internationale d'un combattant potentiel est subordonné au fait qu'il ne peut éviter de participer à la commission des crimes qu'en refusant le service militaire. Tel ne sera pas le cas, en particulier s'il peut décider de ne pas se porter volontaire ou devenir objecteur de conscience. Pour autant, ce refus n'a pas nécessairement à être formalisé et peut donc consister simplement à fuir le pays concerné sans se présenter aux autorités militaires. En quatrième lieu, la Cour a rappelé que la protection internationale suppose un risque de persécution. Elle en a déduit que n'est pas suffisant le seul fait qu'un combattant potentiel encourt une sanction s'il cherche à se soustraire à un engagement pouvant les conduire à commettre des crimes. Il faut au contraire que soit encourue une sanction fortement disproportionnée ou discriminatoire. Ces sanctions doivent, de surcroît, être liées à un motif de persécution qui devra être identifié lors de l'appréciation des faits de l'espèce. La Cour indique néanmoins qu'il est probable que le refus de servir pourra souvent être regardé comme une forme d'opposition politique lorsque le service militaire est obligatoire sous peine de lourdes sanctions. Dans l'application de la plupart des critères qu'elle a évoqués, la Cour a largement insisté sur l'importance du contexte dans lequel se place la demande de protection internationale. Certes, des dimensions individuelles relatives au parcours du demandeur sont pertinentes, mais néanmoins, le déroulement global du conflit et l'organisation des forces armées du pays tiers considèrent jouer un rôle déterminant. Bien qu'il ne lui appartienne pas d'apprécier directement le fait au principal, la Cour de justice a d'ailleurs assez clairement indiqué que le conflit américaine-irakien et le conflit syrien justifiaient a priori des solutions tout à fait différentes. Ce n'est pas exclu que l'article 9, paragraphe 2 sous C de la directive puisse connaître de nouvelles applications au vu des développements récents du conflit russo-ukrainien. On peut peut-être penser sur pas mal des jeunes Russes qui essaient d'échapper le service militaire pour l'instant.
Mais pour le reste, je veux me focaliser sur le deuxième volet, où le but est de garantir la vie et la personne des victimes de conflits. La protection des victimes pose bien évidemment des problèmes tout à fait différents de la protection des combattantes. La Cour a rendu quelques arrêts et je veux mentionner 3. Les arrêts El Gafati, Diakité et dans une moindre mesure Bundesrepublik Deutschland, notion de menace grave et individuelle. La disposition centrale dans cette partie de notre jurisprudence, c'est l'article 15 sous C de la directive qualification. Cette disposition qualifiée d'atteinte grave pouvant justifier l'octroi de la protection subsidiaire, l'existence de menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. Et la Cour a été appelée à préciser 2 aspects de cette disposition. En premier lieu, la Cour a pris position sur la nature et les degrés des menaces qui sont exigées par cette partie de l'article 15. C'est un contenu qui, selon la Cour, est différent de ce qu'on trouve dans l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et l'interprétation doit être faite d'une façon autonome. En réalité, c'est l'article 15 petit b qui correspond dans sa texte plus ou moins directement en relation l'un à l'autre avec l'article 3. Et l'article 15 petit c a été ajouté par les législateurs de l'Union pour apparemment au moins donner quelque chose qui ajoute quelque chose à 15 petit b. Il y a ceux qui ont dit oui, mais c'est très peu. C'est en réalité que l'évolution dans la jurisprudence de la Cour à Strasbourg qu'on a voulu couvrir. Il y avait des autres pays membres qui ont dit non. Le législateur, dans les discussions qu'on a eues dans le Conseil, a voulu ajouter quand même quelque chose supplémentaire. Et à la fin, la Cour a essayé de déterminer quels sont les petits ajouts, parce qu'on est arrivé à le résultat qu'il y a quand même un petit ajout. La Cour a, surtout dans l'arrêt Gafadi, souligné que les menaces visées étaient de nature collective. Il ne saurait être exigé du demandeur qu'il établisse être visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, plus le demandeur serait apte à établir que quand même il y a de tels éléments, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour bénéficier de la protection subsidiaire. Dans tous les cas, la protection subsidiaire devra être accordée lorsque démontrer l'existence d'un degré de violence aveugle atteignant un niveau si élevé qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays concerné courait, du seul fait de sa présence sur son territoire, un risque réel pour sa vie ou sa personne. C'est aux autorités compétentes sous le contrôle des juridictions nationales de se prononcer sur ces sujets sur la base d'une appréciation globale de toutes les circonstances du cas d'espèce. Les autorités nationales et les juridictions nationales ne peuvent pas à cette fin s'appuyer sur des mécanismes prédéfinis tenant par exemple au rapport entre le nombre de victimes ou
la population de la zone concernée. En second lieu, la Cour a pu fournir certaines clarifications quant à la notion de conflit armé. Plus précisément, il lui a été demandé si cette notion devait ou non être comprise sur la base du droit international humanitaire. Les juridictions de plusieurs États membres considèrent à cet égard qu'il convenait de se référer au droit international humanitaire pour définir la notion de conflit armé interne au sens de l'article 15 sous C. Mais la Cour s'est écartée de cette approche. Elle s'est notamment fondée à cette fin sur la différence d'objet entre le régime de protection instauré par le droit international humanitaire et par la directive qualification. Alors que la première définit le conflit armé en vue de limiter les effets de la guerre dans la zone de conflit, la seconde se réfère à cette notion pour procurer une protection aux civils en dehors de la zone de conflit. La Cour en a déduit qu'il s'agit de mécanismes de protection clairement séparés et que l'on ne devait pas établir de la relation entre leurs conditions d'application respectives. Le fait que l'Union est tenue de respecter les principes fondamentaux du droit international humanitaire en tant qu'ils ont valeur des coutumes internationales n'a pas conduit la Cour à modifier son analyse. En effet, ce n'est pas la valeur formelle du droit international humanitaire qui est écartée par la Cour de justice, mais la pertinence de ces définitions et obligations pour déterminer la protection qui doit être trouvée dans les 15 petits C. Dans cette perspective, la Cour considérait que l'existence d'un conflit armé interne devait être admise lorsque les forces régulières d'un État affrontent un ou plusieurs groupes armés ou lorsque deux ou plusieurs groupes armés s'affrontent. Alors, ce n'est pas déterminant de s'ils sont vraiment avec un système, un rang militaire bel et bien défini, s'ils portent des uniformes ou pas. Ce n'est pas pour dire que c'est sans aucune importance, mais ce n'est pas en soi requis ou nécessaire. Au final, au-delà des aspects techniques qui viennent d'être exposés, je tends à penser que trois éléments structurent la conception développée par la Cour des mécanismes de protection liés au conflit armé. Première observation, c'est l'autonomie du régime d'asile européen commun. Comme j'ai juste dit, il y a évidemment des obligations qui viennent des droits internationaux, mais ça ne change pas qu'il faut une interprétation autonome des concepts dans les domaines des droits d'asile des droits de l'Union. Deuxièmement, cette interprétation autonome doit être conduite sur la base des objectifs propres du régime d'asile européen commun. Et troisièmement, le traitement des demandes de protection internationale implique certes toujours une appréciation qui est par nature individuelle, mais pour autant, dans le cas des protections revendiquées en lien avec un conflit armé, cette nature individuelle doit être combinée avec une prise en compte des caractères collectifs d'un conflit ou un autre. Les modalités de déroulement des conflits jouaient un rôle important aussi pour évaluer le risque qui se présente pour soit les combattants individuels, soit pour les victimes du guerre. Je me tourne maintenant vers la jurisprudence relative à certains conflits identifiés. Comme je dis, c'est normalement aux
juge national de prendre la décision et appliquer l'interprétation donnée, mais il y a peut-être quand même quelques petits exemples qu'on peut parler un tout petit peu sur. La première, c'est les conflits israéliens-palestiniens. Ça a une histoire, comme je crois que tout le monde ici est bien conscient, qu'il y a un régime propre qui fait que si on est couvert par un règlement ou une régulation internationale qui se date avant même la Convention de Genève, alors on est complètement en dehors du régime de Genève et on a les propres camps, etc. Mais là, bien évidemment, la question, qu'est-ce qu'il arrive si pour l'un ou l'autre raison, un des personnes qui, à un certain moment, était couvert par ce régime spécial, quitte le camp désigné ou tombe pour des autres raisons en dehors de cette protection. Alors là, c'est un peu la limite de l'exclusion qu'on trouve dans l'article 12, paragraphe 1 sous A de la directive de qualification, où on doit déterminer, mais quand peut-on accepter que quelqu'un tombe en dehors de cette protection. Et là, ça a donné quand même quelques arrêts, y compris trois arrêts de la Grande Chambre, pour des personnes particulières dans des situations objectivement particulières. Et je ne vais pas aller dans tous les détails, mais il y a les limites étrangères pour où on tombe en dehors, et on peut accepter ça. Et par la suite, il y a aussi la question de savoir, mais quelles sont les conséquences si on tombe en dehors, et on plutôt aligné vis-à-vis une demandeur d'asile et on recommence toute la procédure, ou est-ce que c'est l'inverse et c'est la dernière position que la Cour a prise? On dit non, on est déjà protégé, et ça c'est la raison pour laquelle on tombe dehors de la Convention de Genève au début, et une fois qu'on n'est plus couvert pour des raisons spécifiques, là, il faut quand même reconnaître qu'on reste à la position qu'il faut, dans ces cas-là, pas risquer de perdre la protection qu'on était on a reçu depuis longue date sous les régimes spécifiques, et il faut avoir cette garantie. Alors on arrive à la fin et on commence pas à la début directement. Mais ça, c'est plutôt les questions qu'on a tranchées dans cette conflit. On peut dire quelques mots peut-être aussi sur le conflit syrien. Là, il n'y a aucun régime spécifique, et les juridictions de renvoi qui a posé des questions à la Cour a posé certaines questions tout à fait différentes. La première affaire que je souhaite mentionner brièvement, c'est l'affaire X et X. Je sais qu'il y a plusieurs affaires X et X, et on espère
prochainement de trouver une solution plus ou moins Roe versus Wade pour de futurs arrêts. Mais l'affaire ici, c'est pour moi le vrai Exxon, XCX. Mais l'affaire où des demandeurs d'asile potentiellement a quitté Aleppo en Syrie pour se déplacer vers Beyrouth pour aller devant l'ambassade belge pour demander une visa de type Schengen, court terme, maximum 90 jours, pour se déplacer vers la Belgique afin de poser une demande de protection internationale. Et là, la Cour n'a pas, pour une fois, suivi des conclusions ici données par l'avocat général Mengozzi, parce que la question posée à la Cour était, mais est-ce qu'on est obligé de donner une visa Schengen dans une telle situation? Et là, la Cour a dit non, dans le sens que on a dit que ça tombe en dehors de la compétence de l'Union, du droit de l'Union, parce que, oui, il y a une compétence, le législateur a pu faire un régime pour des visas de long terme, mais la Cour a dit, oui, mais si on se déplace pour faire une demande, c'est plus en réalité une visite de courte durée, c'est par définition une visite de longue durée. Et là, on n'est pas face à un régime légal dans le droit de l'Union. Ça veut dire que, pour autant que c'est le cas, la compétence reste avec les États membres et c'est à l'État belge de prendre une décision pour ce qui n'est, selon cet arrêt, pas une demande d'une visa de court terme, mais une visa de long terme. Un autre aspect qui a peut-être un peu la même voisin ou à X et X, ça c'est la déclaration des chefs d'État et des gouvernements de l'Union, Conseil européen, où les chefs d'État se réunissent aussi avec leurs chapeaux nationaux et a fait une déclaration après une rencontre avec M. Erdogan, je crois. Et on a décrit une forme de consensus pour que les demandeurs d'asile, dans une large mesure, doivent être arrêtés en Turquie et ne doivent pas continuer dans des millions dans la crise d'immigration qu'on a décrite à cette époque-là. Et là, la validité, la légalité de cet accord, compréhension, consensus, déclaration a été présentée comme une question devant la Cour. Et c'était un peu obscur de vraiment comprendre quelle est la nature juridique, s'il y avait une vraie nature juridique d'une communiqué de presse en réalité. Et à la fin, la Cour était arrivée à la conclusion que c'était quelque chose que les États membres a été fait dans la capacité des pays individuels par quelque chose qui
qui trouve sa place dans les systèmes juridiques de l'Union. Et pour cette raison, comme la Cour aussi est une institution qui doit trouver une compétence pour ce que la Cour fait, se déclarer incompétente pour examiner la validité de cette communiqué de presse. Je peux aussi, comme une dernière affaire, dire que dans l'arrêt Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, que j'ai déjà mentionné, nous avons donné quelques indications plus concrètes sur la façon dont le conflit syrien devait être appréhendé du point de vue du droit de l'Union. La Cour a précisé, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que dans le contexte de guerre civile généralisée qui prévalait en Syrie et eu égard à la commission répétée et systématique de crimes de guerre par l'armée syrienne, la plausibilité qu'un appelé soit conduit à participer à la commission de tels crimes paraît très élevée. Cette appréciation me paraît faire le lien avec la conclusion de ma première partie en montrant l'importance du contexte dans l'appréciation des demandes de protection internationale liées à des conflits armés. Qu'est-ce que ça peut donner vis-à-vis un autre conflit qui est peut-être pour nous tous plus proche et plus concret? On va voir. Évidemment, on a activé un système pour la première fois avec une protection subsidiaire qui, je crois, c'est ce que j'ai écouté, parce qu'on n'a jusqu'à maintenant pas reçu, je crois, à ma connaissance, une seule affaire qui se passe sur le conflit russe-ukrainien. Alors j'ai l'impression que cette protection ultra-subsidiaire est quand même efficace et attractive aussi parce que pour ceux qui bénéficient, il peut immédiatement, sans attendre 6 ou 12 ou 18 mois dans l'un ou l'autre camp, sans peut-être éducation, sans participation dans le marché du travail, il peut aller directement et il se intègre quand même relativement facile dans plusieurs États membres. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas eu des cas qui chez nous, peut-être chez vous, mais pas chez nous. Ça peut arriver, mais on va voir. Ce que ça a donné est peut-être une frustration parmi les demandeurs de protection internationale qui viennent de Syrie ou Afghanistan, qui a peut-être quelques difficultés de comprendre pourquoi il ne peut pas bénéficier de quelque chose qui est plus efficace, plus agréable. C'est apparemment possible pour des millions d'Ukrainiens qui, dans une large mesure, se trouvent en Pologne, mais aussi dans de grands nombres dans des autres pays membres de l'Union. Mais c'est plutôt une remarque personnelle que ce n'est pas une question qu'on a eue. Alors, je crois que je m'arrête ici pour ne pas monopoliser trop les temps. Merci pour votre patience. Merci, Monsieur le Vice-président, pour ce panorama très complet de
la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui sert aussi, qui est l'un des cadres de la jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile. C'est maintenant Madame Kathleen de Clercq, juge au Conseil du contentieux des étrangers en Belgique et ancienne présidente de l'Association internationale des juges de l'asile et des migrations, qui va nous parler de l'individu dans le régime de protection internationale en temps de paix et de guerre. Merci. Avant d'aborder le sujet, permettez-moi de féliciter le CNDA. À l'occasion de votre anniversaire important, quand même, 70 ans, c'est beaucoup. Hein? Il me semble juste d'ajouter une réussite supplémentaire à votre liste bien longue. En effet, la France, par le conseiller d'État, M. Roger Herrera, et la CNDA, ils avaient compris déjà dans les années 90, j'essaie de ne pas dire 90, qu'il manquait une plateforme où les juges en droit d'asile pouvaient échanger leur expérience, parler sans contrainte, dans le but d'essayer d'harmoniser leur jurisprudence à travers l'Europe. Et ceci bien avant l'entrée en vigueur du régime d'asile européen commun. La France est un membre cofondateur de l'Association internationale pour les juges en droit d'asile et migration, le RMG, et le support qui a été donné par les présidents du CNDA, entre autres Mme Kimmerlin qui est toujours là, était très important et essentiel même, non seulement pour l'équilibre en Europe, mais aussi pour les pays francophones de l'Afrique et de l'Amérique. En tant que présidente sortante de l'RMJ, je vous remercie pour cette ouverture vers les juridictions européennes et mondiales et votre coopération incessante depuis presque 25 ans, ce n'est pas 70, mais 25, à la dialogue judiciaire qui est au noyau de l'RMJ. Merci beaucoup. Maintenant, je vais aborder le sujet. La Convention de Genève reflète encore un système international du XIXe siècle où les individus possédaient une existence juridique que par leur attachement à un État. Et donc, c'était l'État qui accordait la protection. Et il faut attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour que le droit d'asile entre dans le domaine du droit positif. La nécessité d'une protection entre les deux guerres mondiales a été abordée sous un angle purement formel. Les pays d'origine dénaturalisaient leurs citoyens qui étaient hébergés et les pays qui les hébergeaient étaient devant un fait accompli, une population sans statut juridique. Une solution fut trouvée pour les Arméniens, les Russes et quelques autres. Vous voyez ici à côté un exemple d'un passeport Nansen. Ces passeports ont vu le jour dans l'enceinte de la Société des Nations. Ce n'était qu'un début et une solution qui ne pouvait se multiplier après la Deuxième Guerre mondiale et pour des raisons diverses. Soit parce qu'il n'y avait pas question d'une dénaturalisation, parce que certains pays n'existaient plus, donc faire où les rapatrier. Et puis, sans entrer dans les détails, les exilés de l'Allemagne devaient avoir un statut. Un tas d'arrangements dans les années 30, donc entre les deux guerres, n'ont pas résulté à un règlement acceptable et le retour des personnes n'était pas envisageable. Donc, les États n'ont pas voulu statuer prima facie, ils ont statué cas par cas, individuellement, alors que rien empêchait les autorités qu'une appréciation de fait fût faite des personnes qui ont fui l'Allemagne à cause de leur religion juive ou minorité ethnique. Non, c'était l'individu qui devait faire preuve d'une incompatibilité fondamentale entre lui et son gouvernement à cause de leur déportation pour des raisons politiques, religieuses ou raciales. On a opté pour gérer les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale plutôt
que de légiférer pour le futur. Et néanmoins, c'est bien ce qui s'est passé, et je vais vous le démontrer. Parce qu'en dépit de la rhétorique de l'universalité, les droits de l'homme restaient à ce moment-là essentiellement une question nationale. Et n'oublions pas que déjà, l'Assemblée générale des Nations unies avait voté en 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamant des principes dont devraient s'inspirer la politique et les États. Et Jean Dabin, dans son Doctrine générale de l'État, explique par déclaration de droit, on entend d'une manière générale l'affirmation du droit individuel et ses applications par une autorité constituante qualifiée, peu importe si cette affirmation soit contenue dans un document spécial sous le nom d'une déclaration ou qu'elle figure dans le texte constitutionnel proprement dit. La Convention de Genève reconnaissait directement des droits aux particuliers et en assurait la protection. Et ce sont les articles 31, 32 et 33 de la Convention de Genève qui délimitent le champ de la protection effective garantie aux réfugiés. Ce sont les articles qui traitent la situation irrégulière dans le pays d'accueil, l'expulsion et l'article 33, bien connu sans doute pour le principe de non-refoulement, qui, comme vous le savez, est une norme de droit international général qui s'impose à tous les pays, soit qu'ils soient ou non membres de la Convention de Genève. Et c'est ainsi que la Commission européenne des droits de l'homme avait déclaré recevables les requêtes introduites en vue d'éviter le rapatriement des candidats réfugiés vers le Sri Lanka, le Chili à l'époque ou la Jordanie, alors que toutefois, ultérieurement, la Cour européenne des droits de l'homme avait considéré qu'en espèce qu'il n'y avait pas de danger réel de torture ou de traitement inhumain ou dégradant pour les Tamouls renvoyés en Sri Lanka, ça c'est le fameux arrêt Vilvaraja, ou un Chilien d'être envoyé au Chili, le cas de Cruz Varas. L'approche individuelle est et reste toujours au centre du régime d'asile européen commun, peut-être à l'exception des Ukrainiens dont le statut qui est régi par la directive temporaire, mais qui est pour l'instant toujours temporaire, et sans doute la seule façon dont les administrations à travers l'Union européenne ont pu faire face à cet exodus d'Ukraine. Mais selon la directive qualification, même lorsque, dont la directive qualification 2004 et la refonte en 2011, 95 EU, même lorsque la protection conventionnelle ne peut être accordée, il faut encore un examen individuel pour déterminer si le demandeur est éligible au bénéfice de la protection subsidiaire sous l'article 15 que le juge B. Larsen vient d'expliquer. Il y a, et la Cour européenne s'est prononcée plusieurs fois à cet égard. Il y a beaucoup d'arrêts, mais MM contre Irlande est une d'elles. Mais est-ce que la détermination de la demande de protection est différente en temps de guerre? Je vais m'accentuer maintenant sur ce fameux article 15 donc, de la directive qualification qui, sur les conditions de la protection subsidiaire. Et la Cour, dont Monsieur le juge B. Larsen vous a déjà parlé de l'arrêt El Ghafachi, et il y a d'autres choses qui m'intéressent là-dedans. En fait, la Cour dit, par ailleurs, les atteintes définies à l'article point A et B présupposent un degré d'individualisation clair. Donc, même dans ce cas, c'est clair, l'individualisation. Tandis que les éléments collectifs jouent un rôle important pour l'application de l'article 15.c. Je me rappelle quand on a lu
l'arrêt, on est en train de lire, on dit « Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que la Cour a quitté la détermination individuelle ?» Mais non, ils n'ont pas fait, parce qu'elle continue. Néanmoins, cette disposition doit faire l'objet d'une interprétation systématique par rapport aux deux autres situations visées sur les points A et B de l'article 15 et doit être interprétée en relation étroite avec cette individualisation. Et pour cause, parce qu'article 15C ne parle pas uniquement de la violence aveugle, mais aussi d'un civil, et j'en reviendrai. Déterminer un conflit n'est déjà pas évident, et je suppose que M. Hessels va en parler, mais placer un individu dans ce conflit, on est encore davantage. Et des questions pertinentes vont devoir être répondues. Est-ce qu'un demandeur de protection a joué ou non un rôle dans ce conflit? Et si oui, de quelle nature et importance? Et comment trouver des réponses à ces questions quand l'État d'origine lui-même s'est effondré? Et quand les belligérants n'ont pas de structure claire, connue, pas d'armée, mais rien que des milices ou des groupements ethniques ou religieux qui sont militarisés. Pourtant, parcourir une procédure de protection internationale pour chaque demandeur d'asile est absolument primordial, afin d'éviter que ceux qui ont incité à la violence aveugle et qui ont participé à ces guerres et conflits peuvent se voir bénéficier à tort de la protection prévue par la directive qualification. Dans une population qui quitte le pays à cause d'une guerre ou une violence aveugle, il y a certes beaucoup de victimes, la plupart sans doute, mais il y a aussi, comme on a déjà dit, des déserteurs insoumis et sans doute également des collaborateurs directs ou indirects. Lors de la conférence de l'RNG en Slovénie en septembre passé, notre collègue juge à Odessa a touché le point de collaboration. Elle était très réticente pour parler des juges sur les territoires occupés de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhzhia. Et seulement une des 3 juges ukrainiens présentes avait osé aborder le sujet, et puis encore avec beaucoup de prudence et sans juger. Est-ce que, par exemple, les juges qui continuent à travailler dans les régions sous la dominance russe sont des collaborateurs? Et est-ce qu'il y a une différence avec la Crimée? Et puis, il y a les territoires où les situations fluctuantes d'un mois à l'autre. Mais on peut aller plus loin. Est-ce que faisait la population tamoule qui habitait sur les territoires nord et est de Sri Lanka sous la dominance de Tigre de libération des lames tamoules de LTTE? La guerre au Sri Lanka a duré 26 ans. Toute une génération de Tamouls a grandi, a formé des familles durant cette guerre. En Belgique, des dispositions d'exclusion de la directive, avant même de la directive de qualification, mais après aussi, ont été appliquées par le CGRA dans un nombre de demandes d'asile de Sri Lankais. On appelle le Conseil du contentieux des étrangers, on a annulé que quelques-unes, et réformé d'autres pour des raisons diverses, quelquefois purement de procédure, mais quelquefois aussi en considérant que toute activité professionnelle rentable n'enrichissait pas nécessairement le LTTE, même pas la vente de l'alcool, ça c'était un cas, ou des outils agricoles. Autrement dit, pendant une guerre, il faut vivre ou avoir les moyens de survivre, et cela n'implique pas nécessairement une collaboration. L'article 15 de la directive qualification exclut toute personne qui n'est pas civile. Mais on doit faire attention, mais ceci ne veut pas dire que l'article 15C est une clause d'exclusion supplémentaire. En fait, elle est une clause d'inclusion, parce que l'article 15 commence, voilà, ce sont les conditions, et le dit clairement, ce sont les conditions de la protection subsidiaire. Si vous remplissez ces conditions, vous êtes bénéficiaire,
vous pouvez être bénéficiaire de la protection subsidiaire. Mais est-ce que, dans la pratique, est-ce que nous sommes vraiment équipés pour savoir si ces personnes devant nous sont des civils? Et dans le cas de Somalie, on en a déjà parlé, la guerre civile a débuté en 1978, bien avant la chute du régime de Siad Barre en 1991. Il me semble presque statistiquement impossible que nous n'avons pas eu en Belgique plus d'application des clauses d'exclusion. Toutes les milices ont commis des crimes de guerre. Le nombre des morts, des femmes violées, des enfants mutilés lors des combats était énorme. Alors, les Somaliens, dans les années 90 et 2000, avaient presque tous été considérés comme des victimes en Belgique, comme des victimes de guerre, pas uniquement en Belgique, mais aussi en Belgique. Les exceptions étaient rares, et puis encore plutôt pour des raisons d'autres, parce qu'ils avaient une autre nationalité, comme djiboutiens ou yéménites, et pas pour des raisons d'exclusion. Et je me souviendrai toujours du beau-fils de Siad Barre, qui est un membre de son politburo, dans son recours dans les années 90, lui-même était exclu évidemment de la protection internationale, disait que la guerre en Somalie allait encore durer longtemps, ce qui a été vrai par après. Il disait, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'armée maintenant en Somalie, mais parce que la Somalie, c'est l'armée. Il n'y a pas d'hommes civils, disait-il. Tous sont des soldats. Il a certainement exagéré, mais c'est quand même quelque chose à laquelle on doit penser quand on parle d'un pays aussi difficile qu'était ou qu'est toujours la Somalie. Et puis, il y avait les demandes venant de Sierra Leone et de Libéria, de Colombie, aussi difficiles. Et encore maintenant, Afghanistan, Honduras, Salvador, Éthiopie, et on peut continuer. Notamment, pendant la guerre civile au Libéria, le gouvernement libérien lui-même se rendait très vite compte qu'il était incapable de protéger ses citoyens. Et la plupart des ambassades libériennes en Europe aidaient les demandeurs d'asile, achetaient de la nourriture, les couvertures et encourageaient leurs citoyens à demander l'asile. Beaucoup d'entre eux ont reçu ce statut de réfugié à l'époque et nous n'avions pas, parce qu'à ce moment-là, nous n'avions pas les moyens d'obtenir suffisamment d'informations. Et pourtant, il n'y a pas trop longtemps, enfin quelques années quand même, des journaux belges ont rapporté qu'une Libérienne a été arrêtée à Gand, en Belgique. Elle a été suspectée d'avoir occupé un poste de commandante au sein du Front patriotique national du Libéria, un groupe rebelle dirigé par Charles Taylor, à l'origine de la première guerre civile du Libéria. Cette rébellion avait notamment lancé, entre autres, un assaut sur Monrovia qui avait coûté la vie à des centaines de civils ainsi qu'à des membres d'organisations humanitaires étrangères. Et Johnson elle-même était soupçonnée d'avoir tué main propre et torturé plusieurs personnes. Au vu des initiatives prises par d'autres justices européennes, et notamment par la France et la Finlande, la Belgique n'a pas envoyé une commission rogatoire en Monrovia pour des raisons diverses, financières certainement, pour récolter des témoignages directs, et ceci presque 30 ans après les faits. Qu'est-ce qu'on peut encore espérer à ce moment-là? Enfin, je vais continuer parce que mon temps est là, en disant que les plénipotentiaires qui ont écrit et signé la Convention de Genève, la mère de tout droit d'asile, ont certes été influencés par les deux guerres mondiales et les dommages faits non seulement par les soldats, mais aussi par des individus. Mais ils vivaient aussi dans un monde d'après-guerre, avec une vue sur les années à venir, mais sans doute pas jusqu'à l'entrée en vigueur du régime européen d'asile, mais qu'ils ont quand même profondément influencés par leur approche individuelle. Merci beaucoup de votre attention.
Merci beaucoup, Kathleen, pour ce rappel de la jurisprudence et de ce panorama géopolitique qui nous rappelle que si nous devons juger des situations individuelles, souvent les individus sont complètement dépassés par des conflits qui impactent leur situation. Merci. Nous allons maintenant... C'est maintenant Christophe Essels, commissaire adjoint au commissariat général aux réfugiés et apatrides belge, de prendre la parole pour nous parler de la pratique d'appréciation du niveau de violence aveugle dans un certain nombre de pays, avec également une réflexion sur les sources, les sources d'informations exploitables. Merci beaucoup. Aussi, de ma part, congratulations au CNDA avec l'anniversaire. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un honneur d'être invité, de vous joindre dans le Sénat de la France. C'est impressionnant. Je veux parler de mes expériences. Je viens de travailler une dizaine d'années pour l'Agence européenne en matière d'asile à Malte. Je travaille maintenant pour le commissaire général en Belgique. Je n'ai pas l'intention de représenter aucune organisation. Et mes expériences se situent dans la formulation de la politique ou la guidance partant des infos sur les pays d'origine, donc effectivement ce qu'on appelle COI. Nous commençons par dériver des provisions législatoires et de la jurisprudence des critères pour les infos. Donc, on a besoin des infos comme base d'appréciation sur quel sujet. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de répéter les critères dans l'article 15C de la directive, mais je saute à la Cour de Strasbourg qui nous a donné, se prononçant sur les critères non exhaustifs pour l'appréciation de la violence dans le cadre d'article 3, évidemment. Dans Soufi Almi, le point 241, c'est là que nous avons trouvé quelques critères. Nous partons avec les parties au conflit, c'est important. Les méthodes et tactiques de guerre, donc il faut que nous collectionnions des infos sur des armes, des méthodes de guerre, des victimes civiles. Les combats étaient localisés ou répandus, c'était un autre critère. Le nombre de civils tués et blessés, mais aussi le nombre de civils déplacés en raison des combats. Et puis aussi la Cour de justice, la Cour européenne, a spécifié, ensemble avec différentes cours nationales, encore plus ces critères. Par exemple, il y a l'application ou la spécification du nombre de victimes civiles en proportion avec la population. Donc, des données démographiques sont des infos qu'on a besoin pour faire l'appréciation. Aussi, les civils déplacés et plus dans certaines jurisprudences est spécifié aussi dans le sens de aussi ceux qui retournent. À partir de là, on est venu à des tables, nous avons développé des tables de matière pour les infos, partant du contexte du conflit, l'histoire, la politique, ce qui est important pour voir les grandes tendances dans un conflit. Et je vais revenir à ça, parce que souvent, il est très difficile d'actualiser les informations. On aimerait avoir des infos en real time, donc chaque jour, sur toutes les données qu'on a, mais c'est souvent impossible pour les administrations d'actualiser les infos de cette façon. Ma solution proposée est d'essayer de voir les grandes tendances dans les conflits.
On a les acteurs, les tendances récentes de sécurité et de confrontation armée avec la typologie de la violence, les effets pour la population civile. Il y a des effets directs et indirects. Les effets directs, le nombre de victimes civiles, le nombre d'incidents par typologie, le nombre de déplacés, ce sont des critères sur lesquels tout le monde s'entend. Mais au contraire, les conséquences indirectes de la violence aveugle, il y a des membres États qui ne prennent pas en compte vraiment ou pas complètement, où il n'y a pas une compréhension commune sur tous ces points. Par exemple, les dommages infrastructurels, vestiges de guerre, mais aussi, et là je veux toucher une première fois à un sujet qui est important, pas seulement pour l'appréciation de 15C, mais aussi de l'article 15B, c'est l'impact socio-économique. Donc, j'ai mentionné que pas tous les pays acceptent, et pas toutes les administrations acceptent les indicateurs indirects. Donc, je veux aussi ici mentionner, parce que M. Beylarsen y a touché aussi, que plusieurs pays, plusieurs membres États ont fait, dans des cas de guerre, une appréciation de la violence aveugle sous l'article 15B et pas sous l'article 15C. Ils appliquent une séquence de l'article et, par exemple, dans le cas de Syrie, il y a des membres États qui ne sont jamais venus au niveau d'appréciation de 15C parce qu'ils donnaient à tout le monde, si on ne donnait pas protection Convention Genève, protection subsidiaire sous 15B. Donc, autres pays ont appliqué un peu le principe de lex specialis, qui est un peu l'article 15C, parce qu'on est confronté à une situation de conflit et de violence aveugle. Quand on regarde les sources d'information, avant que nous allons à l'appréciation du niveau de violence aveugle, il n'y a jamais deux sources qui donnent exactement ou précisément les mêmes informations. Il y a par exemple, dans le cas d'Afghanistan, il y a UNAMA qui donne des informations sur des victimes civiles. Et il y a aussi, par exemple, la base de données en ligne ACLET. Il donne aussi des infos sur des victimes, mais les victimes militaires sont incluses. Donc, comment pouvons-nous venir à une corroboration des informations pour savoir si les informations sont pertinentes, sont complètes, pour apprécier les informations? Ce n'est pas facile parce que, comme j'ai dit, on n'a jamais une corroboration directe. On a d'autres sources plus analytiques et qui donnent des infos ou des données généralisées, des chiffres pour tout le pays ou pour les victimes, pour les incidents. Par exemple, l'ONU. Il y a aussi des sources qui ne sont pas publiques. Par exemple, les services de sécurité de l'ONU et les armées des pays ont des bases de données des incidents impressionnantes. Tout est enregistré dans le cas d'Afghanistan, mais nous ne pouvons pas accéder cette information et l'utiliser. Nous avons aussi les médias locaux et il n'y a souvent pas l'analyse plus générale et plus systématique. Il y a plutôt les illustrations d'incidents de violence. Aussi, ACLET, par exemple, utilise des sources publiques dans des médias locaux, pour construire leur base de données, pour faire une observation des tendances. Ces incidents illustratifs
par exemple, des bombardements aériens dans lesquels 14 civils sont tués, femmes et enfants inclus, une attaque des insurgents sur les troupes nationales dans une base militaire ou un checkpoint, un attentat suicide auprès ou dans une mosquée. Donc, des illustrations des types de violences avec aussi mention de nombre de victimes peuvent nous mettre dans la position, dans la possibilité de vérifier ou de corroborer les tendances plus générales, des sources plus générales, plus analytiques. Donc, de plus d'illustrations que nous trouvons, de plus qu'on a corroboration de ces grandes sources comme l'ONU, comme UNAMA, comme ACLED, on peut vérifier ça et c'est important. Par conséquent, il est important que nous expliquions les sources et leurs méthodes et que nous observions les grandes tendances dans les informations. Parce que vérifier tous les chiffres et tous les détails d'un conflit armé est impossible. Même les organisations les plus spécialisées n'ont pas toujours accès, n'ont pas toujours toutes les infos. Donc, à nous, en Europe, dans les administrations d'asile, il n'est pas possible d'obtenir toutes les infos détaillées. J'ai déjà mentionné aussi la mise à jour de ces infos. Si nous regardons à la pratique concernant l'Afghanistan ou la Syrie, on fait des analyses des situations de violence aveugle dans chaque province, même parfois dans des districts. Pour les administrations, il n'est pas possible de mettre à jour ces informations chaque mois ou chaque 2 mois. Il y a une pratique de le faire chaque 6 mois ou chaque année, mais on n'a pas les capacités pour le faire plus fréquemment, bien que nous décidions ça parfois quand nous devons prendre une décision. La solution là, pour moi personnellement, dans mon expérience, est aussi d'observer les grandes tendances. Quelles sont les grandes tendances et les ruptures de tendances qui ont un impact à la population civile dans, par exemple, l'Afghanistan ou, par exemple, la Syrie. S'il y a un grand attentat à Kaboul avec beaucoup de morts, parfois nos chercheurs pensent on a manqué ça. On a publié notre rapport et cet attentat n'est pas inclus. On a manqué ça. Mais en fait, dès qu'un tel attentat est dans la tendance du conflit, ce n'est pas important qu'on a pris cet exemple illustratif parce qu'on a déjà décrit la tendance. Ça, c'était des observations concernant des sources, l'utilisation de l'information. Puis, si on va à la rédaction d'une politique, comment faisons-nous cette discipline de développer la guidance ou la politique? Le truc le plus difficile est, on a les critères, mais le plus difficile est d'identifier le seuil pour l'application. Dans le cas d'Afghanistan, par exemple, on commence par regarder par province, quel type d'incident est-ce qu'il y a. Par exemple, des bombardements aériens. On a observé dans les informations que très souvent, il y a des victimes civiles. Donc, pour nous, des bombardements aériens sont très aveugles. Des combats directs, à un certain temps
dans le conflit d'Afghanistan, c'est devenu une des meilleures causes de victimes civiles dans le crossfire, tir, je ne sais pas en français. Oui. Donc, autre que ça, il y a des incidents comme des explosions avec des IED. Donc, on essaye par province d'identifier ce type de violences qui sont, dans notre expérience, très aveugles et de regarder combien d'incidents est-ce qu'il y a. Aussi la répartition géographique, s'il y a par exemple seulement des explosions sur la rue principale d'un district, tout ça fait partie de l'appréciation pour faire une qualification des niveaux de violence. Finalement, j'aimerais toucher à le sujet de nouveau des circonstances socio-économiques qu'on peut prendre en compte comme un effet indirect de la violence aveugle, et on a des exemples de ça. Dans le cas de Soufi et Elmi, la Cour de Strasbourg a apprécié la situation en Somalie et a regardé les actions de Al-Shabaab. Ils ont considéré que des méthodes de guerre de Al-Shabaab ont contribué à la crise humanitaire. Ils ont considéré que des blocages imposés par Al-Shabaab qui prévenaient les ONG et les acteurs d'aide humanitaire d'accéder aux populations qui avaient besoin. On a un cas actuel dans lequel il est très pertinent de se poser cette question, c'est de nouveau Afghanistan, où les talibans ont pris par force le pouvoir. Nous avons considéré dans ce cas que l'application des principes du cas de Mbotch, du CGEU, on trouve là des critères spécifiques pour le traitement ou les soins médicaux. Nous avons considéré que les soins médicaux font partie des circonstances socio-économiques et tout le monde sait que pour l'instant, l'Afghanistan est dans une crise humanitaire peut-être jamais vue dans le pays. On trouve les critères spécifiques pour l'application d'article 15b, qu'il faut un acteur qui a des actions intentionnelles. On ne trouve pas, dans le cas d'Afghanistan aujourd'hui, que les talibans, par exemple, sont un acteur qui a l'intention de causer cette crise humanitaire. Il y a d'autres circonstances, la sécheresse, tremblement de terre, tout le système d'assistance des pays tiers, des autres pays, qui a été cassé par le développement, des caractéristiques du gouvernement antérieur. On a posé la question si le fait que le Taliban a pris le pouvoir avec la violence, que c'est dans le droit international, ce n'est pas une méthode légale pour venir au pouvoir. On a considéré si ça suffisait pour dire que le Taliban est un acteur intentionnel. Mais à cause des autres circonstances, nous avons trouvé en Belgique que ce n'était pas le cas et que la crise humanitaire d'aujourd'hui en Afghanistan ne résort pas sous l'application de l'article 15b. Peut-être
dans toutes les discussions, on peut revenir à le fameux arrêt El Ghafaji et le principe du sliding scale. Et j'ai essayé de montrer un peu dans ma présentation que nous glissons parfois sur ce sliding scale aussi entre l'appréciation 15B et 15C. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention passionnante et qui touche deux points délicats pour le juge de l'asile, l'accès à des sources fiables et l'appréciation des niveaux de violence. Et sachant qu'alors pour ce qui est de la Cour nationale du droit d'asile, c'est le centre de recherche et de documentation qui a la lourde tâche d'éclairer la Cour sur ces deux points. Voilà, je vous remercie. Y a-t-il quelques questions, vu que nous avons largement dépassé les délais qui étaient impartis? Tout a été dit. Bien. Voilà, on pourra échanger de manière moins formelle. Eh bien, écoutez, donc, je ne sais pas si nous avons le temps de faire une légère pause ou nous passons directement à la... Alors, très bien. Donc, nous passons directement à la deuxième table ronde.